Quand la réalité frappe à la porte européenne, la fierté politique résistera-t-elle à la menace d'un hiver sans chauffage? Imaginez. Il y a tout juste 2 ans, l'Europe applaudissait à tout rompre, persuadée d'avoir enfin chassé la Russie de son marché énergétique. Les explosions sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique étaient saluées comme une victoire stratégique. À Bruxelles, on se félicitait d'avoir coupé le levier d'influence de Moscou sur le vieux continent. Les ministres européens affirmaient, fièrement, que jamais plus l'Union n'aurait à plier devant le Kremlin pour garder ses lumières allumées. Mais la roue a tourné. Aujourd'hui, les stocks de gaz ne sont remplis qu'à moitié. Les prix de l'énergie battent des records. Les usines allemandes ferment ou réduisent leur production, faute de carburant bon marché. Les investisseurs retirent leurs fonds de l'industrie européenne, inquiets face à la flambée des coûts et à la fragilité énergétique du continent. La peur d'un hiver glacial plane sur les foyers, tandis que la moindre coupure de courant pourrait provoquer des troubles sociaux d'ampleur. Dans ce contexte, les appels à renouer le dialogue avec Moscou se multiplient. À la surprise générale, c'est d'Allemagne qu'est venue la première initiative publique. Lors d'un forum économique, un représentant majeur de l'industrie a ouvertement évoqué la nécessité de discuter avec la Russie pour envisager la réparation des gazoducs. Sa déclaration, accueillie par un silence pesant dans la salle, a brisé un tabou que beaucoup n'osèrent plus nommer. Sans le gaz russe, la puissance industrielle allemande, et par extension européenne, est tout simplement en péril. La presse allemande, puis française, se met à publier prudemment des tribunes plaidant pour une séparation entre le politique et l'énergétique, suggérant qu'il est temps de reparler à Moscou pour le bien commun. Dans les coulisses, des entreprises envoient discrètement des demandes de consultation technique à la Russie, alors même qu'officiellement, l'Europe maintient une posture ferme. Même la Commission européenne, sous la pression, doit admettre l'urgence. Les réserves de gaz sont trop basses pour garantir la sécurité cet hiver. Elle va jusqu'à envisager de solliciter des experts russes pour évaluer les dégâts sur Nord Stream. Ironie du sort, c'est cette même infrastructure que l'on qualifiait il y a 2 ans d'outil de chantage énergétique. Aujourd'hui, elle pourrait bien redevenir la bouée de sauvetage d'une Europe au pied du mur. Mais à Moscou, on n'a pas oublié la rhétorique hostile d'hier. Lorsqu'on a demandé à Vladimir Poutine s'il accepterait de réparer les gazoducs, la réponse fut aussi froide que l'hiver qui guette l'Europe. La Russie n'est pas là pour corriger les erreurs de ceux qui l'ont rejetée, à moins qu'ils n'assument leurs responsabilités. Alors, l'Europe osera-t-elle mettre de côté sa fierté politique pour sauver son économie et garantir le confort de ses citoyens? Ou choisira-t-elle de camper sur ses positions, au risque d'entraîner tout un continent dans la paralysie industrielle, des pertes économiques colossales et une instabilité sociale inédite? Pour comprendre comment l'Europe s'est retrouvée dans cette impasse, revenons ensemble sur les étapes clés de cette crise énergétique. Comment l'Europe a-t-elle basculé en 2 ans de la célébration à la panique? Il suffit de remonter à 2022 pour mesurer l'ampleur du retournement. À l'époque, sur fond de tensions politiques extrêmes, des explosions retentissent au fond de la mer Baltique. Les gazoducs sous-marins, symbole du lien énergétique entre la Russie et l'Union européenne, sont sabotés. En Europe, l'événement est accueilli avec une satisfaction à peine dissimulée. Ministres et hauts responsables se félicitent. La Russie vient, selon eux, de perdre son principal levier d'influence. Le continent s'imagine, alors, affranchi d'une dépendance jugée dangereuse, prêt à écrire un nouveau chapitre énergétique, affranchi de Moscou. Mais la réalité, elle, ne tarde pas à s'imposer. Très vite, le ton triomphant fait place au silence. Les réserves de gaz, malgré tous les plans de contingence, peinent à se remplir. Les prix s'envolent, atteignant des niveaux inédits. Pour les ménages, la facture d'énergie devient un casse-tête. Pour les industriels, c'est pire. L'incertitude énergétique force la fermeture de sites entiers, fait fuir les investisseurs et fait planer la menace d'un chômage massif. Dans les halls silencieux des usines allemandes ou françaises, on ne discute plus de transition verte ou d'indépendance, mais d'urgence et de survie. Face à ce choc, un premier glissement s'opère dans les discours. Les médias, en Allemagne comme en France, commencent à dissocier énergie et politique. On évoque, du bout des lèvres,
la nécessité d'un dialogue pragmatique avec Moscou, malgré les divergences et les rancœurs. Même la Commission européenne, qui 2 ans plus tôt s'affichait fermement anti-russe, recherche désormais dans l'urgence toutes les données et solutions, allant jusqu'à consulter, en toute discrétion, des experts russes sur l'état des infrastructures. Ce basculement n'est pas qu'une question d'élite politique. Il est dicté, en coulisses, par le monde des affaires. Plusieurs grands groupes du secteur énergétique adressent à la Russie des demandes formelles de conseils techniques, sous couvert de vérifier l'état des gazoducs, mais discutant en réalité de réparations à grande échelle. Ce ne sont plus les slogans idéologiques qui guident les décisions, mais la langue universelle de l'intérêt économique. Et même Vladimir Poutine s'en amuse publiquement. Il rappelle que la Russie avait proposé de maintenir une ligne de gaz opérationnelle, que Moscou possède toutes les technologies pour réparer les dégâts. Mais, note-t-il, ce sont désormais les industriels européens eux-mêmes qui frappent à la porte du Kremlin. La posture officielle, côté européen, reste la même. On nie tout marchandage, on affirme que l'indépendance énergétique demeure un objectif. Mais dans les réunions fermées, le diagnostic est sans appel. Sans la Russie, impossible de restaurer rapidement l'approvisionnement en gaz. Les alternatives, comme le GNL américain ou les routes du Sud, sont soit saturées, soit politiquement toxiques. Les noms de grandes entreprises russes, naguère bannis du débat public, refont surface lors des forums énergétiques. Le mot Gazprom, autrefois synonyme de menace, est aujourd'hui prononcé à voix basse, presque comme une incantation. Le dilemme est désormais évident. L'économie réelle souffre. Les chaînes de production menacent de s'arrêter, l'export s'effondre, la colère sociale gronde. Les responsables politiques se retrouvent face à une alternative, s'accrocher à des postures idéologiques ou céder au pragmatisme que réclament l'industrie et la population. Mais si le contexte explique la panique qui s'est emparée des capitales européennes, la véritable question est ailleurs. L'Europe va-t-elle admettre la force de la réalité ou restera-t-elle prisonnière de ses promesses et de sa fierté politique? C'est ce choix, plus que le gaz, qui déterminera le visage de l'Union européenne dans les années à venir. Jusqu'où l'Europe peut-elle nier sa dépendance sans s'effondrer? C'est la question cruciale, et pour l'instant, la réponse s'avère inconfortable. Derrière les murs de Bruxelles, la crise énergétique a transformé les postures politiques en une course contre la montre. On ne parle plus de grandes idées, mais de survie économique. Les industriels allemands, premiers touchés, tirent la sonnette d'alarme. Sans gaz russe, la compétitivité s'effondre. Les chiffres sont saisissants. Les grandes usines préviennent. La production industrielle pourrait chuter de 20% en quelques mois et jusqu'à 40% si la situation perdure. Ce ne sont plus des hypothèses, mais des projections tangibles qui inquiètent jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. Dans les médias, le ton change peu à peu. Fini les éditos triomphalistes, on sent désormais une forme de prudence, presque de résignation. Certains journalistes, autrefois virulents contre Moscou, osent évoquer la nécessité de repenser la relation énergétique. On commence à parler de la réalité, à rappeler que les alternatives ne suffisent pas. Les terminaux GNL sont saturés. Les pipelines d'Ukraine fonctionnent en surcapacité, et le gaz américain coûte 2 fois plus cher que celui acheminé par la Russie. Même les plus sceptiques doivent admettre que couper ce cordon énergétique, c'est exposer l'Europe à un risque industriel et social inédit depuis des décennies. Face à ce constat, la Commission européenne prépare l'impensable, renouer, au moins sur le plan technique, le dialogue avec la Russie. Officiellement, il s'agirait de solliciter une expertise pour évaluer les dégâts et les possibilités de réparation des infrastructures gazières. Mais, en coulisses, la vraie question est claire. Comment convaincre Moscou d'ouvrir à nouveau le robinet sans perdre la face? Parce que, du côté russe, le message est limpide. Pas de réparation sans reconnaissance des responsabilités, ni sans garantie solide. Moscou exige des compensations pour les dommages subis, des assurances de sécurité sur ses infrastructures, et même une reconnaissance officielle du sabotage international qui a frappé les gazoducs. Côté russe, on affiche la patience, presque une forme de détachement ironique. Ce n'est pas à la Russie de réparer les erreurs politiques des autres, répète le Kremlin.
Vladimir Poutine l'a dit sans détour. La Russie a la technologie, l'expertise et la capacité d'intervenir. Mais elle ne sauvera pas l'Europe de ses propres choix idéologiques, à moins que le respect mutuel et des engagements concrets ne soient assurés. Pas d'accord par pitié, ni par volonté de plaire. La diplomatie russe veut des actes, pas des intentions. Dans ce bras de fer, les fissures internes à l'Union européenne deviennent béantes. Les pays d'Europe de l'Est, la Pologne en tête, reprochent à l'Allemagne son pragmatisme soudain, l'accusant de sacrifier la solidarité européenne pour sauver son industrie. Les réunions à huis clos de la Commission tournent parfois à la confrontation ouverte. D'un côté, ceux qui plaident pour un réalisme économique, de l'autre, ceux qui voient dans la moindre concession à Moscou une capitulation morale et stratégique. Chaque camp craint d'être humilié. Reconnaître l'erreur, c'est risquer la perte de prestige, mais persister, c'est courir à la catastrophe économique. Le dilemme est cruel, et l'enjeu dépasse la simple question du chauffage hivernal. Il s'agit de la place même de l'Europe sur la scène mondiale, de son autonomie, de sa crédibilité face à ses propres citoyens comme face à ses partenaires internationaux. Les industriels attendent une décision rapide. Les marchés s'impatientent. Et tandis que le froid s'installe, les opinions publiques deviennent de moins en moins sensibles à la rhétorique idéologique et de plus en plus inquiètes pour leur pouvoir d'achat, leur emploi, leur confort quotidien. Alors, devant cette impasse, quelles sont les vraies issues possibles? Jusqu'où l'Europe devra-t-elle aller pour préserver son avenir et à quel prix? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. L'Europe prendra-t-elle le risque d'un hiver noir ou acceptera-t-elle de négocier selon les conditions russes? Voilà la question qui pèse désormais sur toutes les capitales européennes. Car pendant que Bruxelles multiplie les réunions d'urgence et que les médias rivalisent de gros titres alarmistes, une vérité froide s'impose. Moscou ne cédera rien sans contrepartie claire. Du côté russe, le message est limpide. Désormais, il n'est plus question de concession ou d'arrangement à l'ancienne. Comme l'a résumé un haut responsable du Kremlin, la Russie n'est pas l'atelier de réparation des erreurs politiques européennes. Moscou attend des propositions officielles, signées, assumées, avec des engagements précis. Aucun compromis sans respect mutuel. Ce n'est plus à l'Europe de dicter les termes, la balle est dans le camp occidental, et tout signe de faiblesse sera facturé au prix fort. Face à cette fermeté, la pression monte. Mais de l'intérieur. Les industriels européens, eux, n'ont pas le luxe de l'idéalisme. Les plus grands groupes de la chimie, de l'automobile ou de la sidérurgie tirent la sonnette d'alarme. Sans gaz russe, certains secteurs pourraient s'effondrer de 20% en quelques mois, 40% à moyen terme. Ce n'est plus une menace abstraite. C'est un compte à rebours qui commence. Dans l'industrie, on exige des actes, on réclame un retour au pragmatisme. Les gouvernements, coincés entre la rue et les lobbies, cherchent la porte de sortie la moins coûteuse politiquement. Mais quelles sont les alternatives? Elles sont, pour l'instant, terriblement limitées. Le gaz naturel liquéfié venu des États-Unis coûte 2 fois plus cher que le gaz russe acheminé par pipeline. Les terminaux méthaniers sont saturés, les routes d'approvisionnement secondaires, via l'Ukraine ou la Méditerranée, risquées et peu fiables. S'approvisionner au Moyen-Orient? Cela ne fait que déplacer la dépendance, tout en ajoutant de nouveaux risques géopolitiques. Le constat est brutal. À court terme, la Russie reste le seul fournisseur capable de garantir un approvisionnement stable et suffisant. Même les plus sceptiques finissent par l'admettre à demi-mot lors des réunions à huis clos. Cette prise de conscience marque un tournant. Brusquement, les illusions politiques et les slogans d'indépendance énergétique se heurtent au mur de la réalité économique. Et voilà que le débat interne fait rage. Faut-il, au nom du réalisme, reconnaître ses erreurs et renouer avec Moscou? Ou bien tenir la ligne idéologique, quitte à risquer une crise sociale, industrielle et une explosion du coût de la vie? Les opinions publiques, elles, oscillent entre fierté nationale et peur d'un hiver glacial dans des appartements mal chauffés. Moscou, de son côté, observe et attend. Les préparatifs techniques pour une éventuelle reprise des livraisons avancent doucement, mais la Russie ne cache plus son scepticisme. Que l'Europe vienne avec des propositions concrètes,
Pas avec des discours, ironise Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse. Il rappelle, non sans une pointe de sarcasme, que la Russie ne forcera personne à s'asseoir autour de la table, mais qu'elle n'attendra pas indéfiniment. La question posée est frontale. L'Europe saura-t-elle faire preuve de maturité politique, admettre ses erreurs et reconsidérer sa stratégie énergétique? Car le risque est immense. Un mauvais choix aujourd'hui pourrait plonger l'Union dans une crise sociale sans précédent. Chômage, inflation, faillite d'usines, manifestations, et entamer durablement son autonomie stratégique. L'affaiblissement économique, c'est aussi une perte de poids politique sur la scène internationale. L'Europe, qui voulait s'affirmer, risque au contraire de voir son influence diminuer. Mais au-delà des choix stratégiques immédiats, une question demeure. Quelles leçons tirer pour l'avenir de la politique énergétique européenne? La crise énergétique, un maître impitoyable mais juste, quelles leçons pour l'Europe de demain? Ce que la crise a révélé, c'est une vérité souvent ignorée à Bruxelles et dans les capitales européennes. La réalité économique finit toujours par s'imposer à l'idéologie politique. On peut voter tous les décrets qu'on veut, faire de grands discours sur l'indépendance énergétique ou brandir des slogans vibrants sur la souveraineté, mais, au bout du compte, quand les usines s'arrêtent et que les prix du chauffage explosent, le pragmatisme reprend ses droits. L'énergie, c'est le sang de l'économie moderne. L'Union européenne a cru pouvoir se passer de la Russie d'un simple revers de main, persuadée que ses choix étaient guidés par la morale et la puissance. Mais sur le marché global, ce sont les molécules de gaz, pas les symboles, qui font tourner les machines et allument la lumière dans les foyers. L'interdépendance énergétique ne se décrète pas. Elle se construit laborieusement au fil des décennies, ou, comme on l'a vu, elle peut aussi se défaire très vite avec des décisions prises sous le coup de l'émotion ou du calcul politique à courte vue. Ce qui paraît aujourd'hui évident, c'est à quel point la fierté nationale ou la rhétorique politique ne réchauffe ni les maisons ni les usines. Les débats enflammés à la télévision, les unes alarmistes dans la presse londonienne ou polonaise dénonçant un soi-disant « chantage russe », tout cela pèse bien peu face à la froide réalité des compteurs électriques et à la panique industrielle. Même les gouvernements les plus hostiles à Moscou ont fini, discrètement, par tendre la main. Un courrier sans en-tête officielle, mais au contenu sans ambiguïté, a été envoyé à Moscou pour envisager une reprise du dialogue. La Russie, de son côté, n'a ni menacé, ni supplié. Elle a simplement posé ses conditions, une demande officielle, des garanties de sécurité, et surtout une discussion honnête, sans double langage ni fierté mal placée. Ce moment de vérité, c'est un examen de maturité pour l'Europe. Reconnaître ses erreurs, accepter de dialoguer même avec des partenaires difficiles et placer l'intérêt collectif au-dessus de l'ego politique. Voilà les vraies clés de la stabilité à long terme. Car l'histoire l'a démontré, ignorer ses leçons, c'est s'exposer à revivre la même crise, voire pire encore. Le coût ne sera pas seulement économique, il risque d'engloutir la confiance des citoyens, la légitimité politique des dirigeants et même la réputation d'un continent qui se rêve leader, mais oublie parfois que le leadership, ça commence par la lucidité. Et du côté russe, le jeu a changé. Il n'est plus question de plaire ou de menacer. Moscou attend simplement que l'Europe atteigne la maturité d'un vrai dialogue, sans hypocrisie. C'est une leçon d'humilité, mais aussi une opportunité, car seule une approche honnête et respectueuse permettra d'éviter la répétition des mêmes erreurs. La Russie ne propose rien d'autre qu'un miroir. À l'Europe de décider si elle veut regarder la réalité en face ou s'enfoncer dans le déni. Alors, peut-on enfin sortir de ce cercle vicieux? La réponse, elle se trouve dans la capacité de l'Europe à apprendre, à dialoguer et à changer pour de bon. C'est ce que nous allons voir tout de suite. La porte du dialogue n'est pas fermée, mais la clé n'est plus à Bruxelles. Voilà tout le paradoxe de cette crise. L'Europe, sûre de son autonomie et fière de ses principes, se retrouve aujourd'hui face à une réalité qu'elle ne peut plus ignorer. La décision de tourner le dos au gaz russe, prise au nom de convictions politiques, a exposé au grand jour une dépendance plus profonde qu'on ne voulait l'admettre. Et maintenant, alors que l'hiver approche et que les prix explosent,
l'Union européenne réalise que la sécurité énergétique ne se décrète pas. Elle se construit patiemment, avec lucidité et pragmatisme. Ce retour au dialogue avec Moscou, même contraint, n'est pas un aveu de faiblesse. C'est au contraire une leçon d'humilité. Refuser de reconnaître ses erreurs ou laisser la fierté nationale bloquer toute discussion, c'est risquer bien plus que des chiffres sur une facture. Ce qui se joue, ce n'est pas qu'un hiver de plus ou de moins sous la neige, mais l'avenir industriel, la stabilité économique et la place même de l'Europe dans le nouvel ordre énergétique mondial. La Russie, de son côté, n'a plus besoin de forcer la main. Elle attend, sereine, que l'Europe accepte la réalité économique. La diplomatie du froid, c'est accepter que parfois, demander de l'aide est un signe de maturité, pas de défaite. Alors, que va faire l'Europe ? Va-t-elle s'accrocher à ses postures, quitte à sacrifier le confort quotidien de millions de citoyens, ou saura-t-elle rouvrir le dialogue avec honnêteté, sans illusion, mais avec la volonté de bâtir un avenir plus sûr ? La question reste ouverte, mais une chose est certaine. Le prochain choix de l'Europe ne déterminera pas seulement comment elle passera l'hiver. Il décidera de sa souveraineté énergétique et de sa crédibilité sur la scène internationale. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, à liker si ce sujet vous a interpellé, et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochains développements. À très bientôt.